La première des questions, si vous voulez, que vous devez vous poser, c'est pourquoi avoir écrit ce livre? La réponse a été donnée quelque part juste après le crash de 87. Il y avait Milton Friedman qui, 2 jours après, ou 3 jours après, qui avait publié un article dans le Wall Street Journal en disant ce crash a amené le niveau des commentaires économiques à un niveau d'imbécilité que je ne pouvais pas croire possible. Et depuis que cette crise a commencé, le niveau des commentaires économiques a atteint un niveau d'imbécilité que je croyais impossible. Donc je me suis dit, il faut quand même que quelqu'un qui est dans ce métier, dans la finance et tout, essaye d'expliquer ce qui s'est vraiment passé, et non pas les espèces de contes de fées qu'on nous raconte. Donc le but, si vous voulez, c'était, je voulais simplement expliquer ce qui s'était passé. Mais surtout quand il m'est arrivé d'écrire quelques livres, en général, c'est pour essayer de comprendre ce que je pense moi. Parce que c'est un livre, c'est un peu une ascèse. Vous êtes là, on a eu une crise importante, il fallait que je comprenne exactement ce qui s'était passé. Donc j'ai essayé de comprendre. Donc ce livre, c'est plutôt un livre que j'ai écrit pour moi, je suis très content si vous l'achetez, mais c'est un livre où j'ai cherché à comprendre ce qui se passe. Alors je suis arrivé à un certain nombre de conclusions qui sont un peu curieuses, je vais vous les livrer comme ça, les unes après les autres. Et puis bien sûr, vous ferez les questions que vous voudrez quand vous voudrez. La première des choses qui me semble tout à fait évidente, c'est que c'est une crise financière. Une crise financière, par définition, c'est une crise de la monnaie. Vous savez, dans le capitalisme, vous avez des crises de surproduction, du style de la bulle d'Internet, et puis des crises financières. Celle-ci, c'est une crise financière, c'est-à-dire c'est une crise de la monnaie. Donc, on a dû, quelque part, dans les 10 ou 15 dernières années, se tromper sur l'approche de la monnaie. Quelque part, on s'est trompé. Il y a eu quelque chose de tout à fait évident qui s'est passé là. Et je crois que ça vient de quelque chose de très profond. Moi, je suis économiste, financier, je conseille des gens, je gère de l'argent. Et la seule chose qui m'a jamais intéressé dans l'économie, c'est pourquoi les choses ont-elles une valeur et pourquoi cette valeur bouge-t-elle. C'est un mystère complet. Si vous voulez. Pourquoi les choses ont-elles une valeur? C'est quand même le fait, le PNB, la balance commerciale, la production industrielle, j'en ai strictement rien à faire. Et pourquoi les choses ont une valeur, c'est ça qui a toujours intéressé les économistes. Et pour mesurer cette valeur, il est d'usage d'utiliser la monnaie. Donc, c'est le b.a.-ba, si vous voulez, c'est la règle. Et dans les années 80, vous avez eu Thatcher, Reagan et tous ces gars-là qui ont commencé à déréguler le secteur de la création de valeur. L'unité aérienne, les automobiles. Et c'était très bien. C'est ce qu'il fallait faire, c'était très bien. Puis vous avez eu toute une série d'esprits profonds qui ont eu des prix Nobel d'économie, etc., qui ont dit, mais il ne faut pas s'arrêter là, il faut aussi déréguler la monnaie. Or, je suis persuadé, c'est ce que j'essaie d'expliquer mon livre, et c'est la source du différend avec la personne qui est assise à ma gauche ici, que la monnaie est un bien étatique, au même titre que la justice, la police, l'administration, des choses de l'administration générale ou des choses comme ça. Que la monnaie est un bien étatique. Donc, vous ne pouvez pas déréguler la monnaie, la déréglementer, parce que le crédit, par exemple, a un coût marginal de production de 0. Donc, c'est complètement idiot de déréguler la monnaie, jusque si vous la dérégulez, le coût marginal deviendra 100% quand la banque fera faillite après avoir fait de mauvaises affaires. Donc, l'erreur essentielle, c'est qu'on a fait une erreur sur la nature de la monnaie, on a essayé de privatiser la monnaie, et l'archétype de cette privatisation, ça a été ce que j'appelle la fusion des bureaux de poste et des casinos. Vous avez 2 métiers dans la banque que j'appelle la banque 963, vous arrivez au bureau à 9h, vous prêtez à 6% et vous allez jouer au golf à 3h, et puis c'est une espèce de service public, et puis ça marche très bien, et puis voilà. Et puis vous avez la banque d'affaires, qui est un métier très difficile, dans lequel les gens prennent des risques insensés. Et dans le passé, les gens qui faisaient ça, c'était tous des gens qui jouaient avec leur argent à eux. Ils mettaient leur argent en risque personnellement. Parfois, ils étaient responsables, au-delà du capital qu'ils pouvaient y avoir dans la banque, ils étaient responsables sur l'ensemble de la fortune personnelle. Et ce qui s'est passé, c'est que, donc, ils faisaient le métier de banque d'affaires, ils initiaient des OPA, ils trouvaient les financements, etc. Et puis, quelque part vers le milieu des années 90, sous la pression d'un certain nombre de personnes comme Robin,
les grandes banques commerciales ont dit, mais nous aussi on veut faire ça, parce que c'est très rentable, hein. Nous aussi on veut faire ça, nous aussi on veut initier. Donc quelqu'un comme Citicorp allait voir une grande société et lui disait, vous savez quoi, on va faire une opération à votre concurrent, et je financerai cette opération non pas avec les fonds propres, comme l'aurait fait une banque d'affaires, mais avec les dépôts des déposants dans ma banque. Ce qui est à la limite du criminel, parce que les pauvres déposants, personne ne les avait prévenus. Et comme ça, vous faites un système où si ça marche, c'est pour le banquier, qui touche de très grasses commissions, et si ça ne marche pas, c'est pour le déposant, c'est-à-dire en fin de parcours, toujours l'État, parce que l'État est toujours le partenaire silencieux des banques. Toutes les banques sont toujours en faillite, il faut le savoir. Les banques, leur métier, c'est de transformer des dépôts en crédit, et si tous les déposants veulent leur fric le même jour, la banque ne peut pas. Donc si vous voulez, il faut savoir que la banque est techniquement en faillite tout le temps, quoi. Elle est toujours en crise de liquidité. Et donc, contre ce risque, il est bon ton que l'État soit celui qui assure la liquidité au cas où il n'y en aurait plus. Mais on a donc complètement transformé la réalité de la prise de risque. Dans le système capitaliste, il est moral que quelqu'un qui prenne des risques très importants avec son propre capital ait, le cas échéant, une rentabilité très forte. Il est complètement immoral que quelqu'un qui ne prenne aucun risque personnel ait une rentabilité très forte. Donc on a complètement déplacé l'échelle des risques, et c'est cette erreur sur la monnaie qui nous a amené dans cette énorme crise financière. Alors ça, c'est la première des choses. Je crois qu'il y a une espèce d'erreur philosophique qui s'est produite là. Et encore une fois, là, on a des débats acharnés avec Henri, parce que beaucoup de libéraux pensent qu'il faut privatiser la monnaie. Moi, me semble une erreur considérable, mais on pourra en discuter si vous voulez. C'est plutôt les libertaires qui pensent ça. Je suis un libéral, mais je ne suis pas un libertaire. Ça, c'est la première des choses que je voulais dire. La deuxième, c'est si vous regardez cette crise, tous les acteurs qui ont sauté, sans exception, étaient des gens qui étaient réglementés par l'État. Il n'y a pas eu une institution non réglementée qui ait sauté. Toutes les grandes banques, toutes les compagnies d'assurance ont sauté, et elles étaient toutes réglementées massivement. Donc cette crise n'est pas une crise du capitalisme devenu fou, c'est une crise d'une réglementation qui a complètement raté. L'État a complètement failli à sa mission de réglementer ce qui est de son domaine, le crédit, si vous voulez. Et il me semble qu'il faut quand même rétablir cette vérité, c'est que ça n'est pas une crise du marché devenu fou, c'est une crise d'un monde qui était réglementé par l'État, et l'État a changé les règles. Et laissez-moi vous donner un exemple de ce changement de règles qui, moi, m'a fait grimper au rideau au moment où il se passait, qui était une des raisons qui me faisait être extrêmement inquiet. C'est que vous savez tous que dans le domaine des placements, il faut diversifier son risque. Et pour avoir moins de risques, il faut diversifier beaucoup ses placements. Il faut avoir un portefeuille bien diversifié, en quelque sorte. Tout le monde sait ça. Très bien. La façon dont les marchés financiers et les crédits étaient contrôlés, c'était contrôlé par des autorités nationales. Par exemple, les compagnies d'assurance françaises étaient contrôlées par la société, la direction des assurances, le ministère des Finances, etc. Et puis, ce que j'appelle les hommes de Davos, vous savez, ces gens qui sont à la recherche d'un gouvernement mondial, ont décidé qu'il fallait qu'on monte un système de réglementation qui s'applique à toutes les banques dans le monde entier à la fois, et à toutes les compagnies d'assurance dans le monde entier à la fois. Donc, ils nous ont bâti une espèce d'usine à gaz incroyable, dont la caractéristique principale était qu'il y avait quelque chose qui s'appelait mark to market, c'est-à-dire que si ça baissait, vous étiez obligé de le prendre dans votre capital tout de suite. C'est-à-dire que c'était complètement procyclique. Plus les marchés baissaient, plus les assurances et les compagnies d'assurance devaient vendre pour maintenir leur ratio de capital. Si par hasard les marchés montaient, elles pouvaient prendre de plus en plus de risques. Donc on avait bâti un système qui était complètement procyclique. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on a accru le risque réglementaire gigantesque, de façon gigantesque, parce qu'autrefois, si la France prenait une décision idiote au ministère des Finances, qui arrive jamais, enfin, c'était une hypothèse théorique. On pense bien que c'est quelque chose qui n'arrive pas, ça. Mais enfin, bref. Imaginons que ça se passe. Ben, ça a embêté les marchés financiers français, il y avait un problème en France, mais ça touchait personne d'autre. Parce que là, si on bâtit un système mondial qui est complètement crétin, ce qui était le cas, eh bien, quand la crise claque, due à cette régulation,
on a une crise mondiale. À la place d'avoir une crise qui aurait été réglée au niveau local, donc cet effort de faire une gouvernance mondiale, à la place de faire des gouvernances locales qui connaissaient les particularités locales, est une des causes profondes de la crise. Et qu'est-ce qu'on nous donne comme solution? C'est de faire plus de gouvernance locale, mondiale. À la place de dire, vous savez quoi, la gouvernance mondiale, ça ne marche pas, on va reprendre des gouvernances à l'échelle locale. C'est le principe de subsidiarité de l'Église catholique, il faut se rapprocher du terrain. Pas du tout, on va faire plus de gouvernance mondiale, on va nous faire des G7, des G20, des trucs comme ça. Donc, une faillite de l'État totale dans son rôle de régulateur. Et cette faillite de l'État trouve sa source dans l'abandon des États locaux, de leur souveraineté, à des gens que personne n'a élus. On retrouve un schéma dont on crève un peu partout, c'est-à-dire que partout, on fait passer normalement de ce qui est la responsabilité des élus à des gens qui sont non élus et qui sont responsables devant personne. Ceux qui ont décidé de ces nouvelles réglementations, c'était des comités Théodule qui sont réunis dans tous les pays du monde, et Henri de Castres, qui est un homme compétent, vient de dire qu'il n'était responsable et accountable devant personne. Ce qui est quand même un peu gênant quand vous avez un système qui est chargé de réguler le système financier mondial, de savoir que personne n'est vraiment responsable. On l'a vu, on en a vu le résultat. Donc c'est la deuxième chose que j'essaie de montrer dans ce livre, c'est que vous avez une faillite de l'État dans ce qu'il fait, ce qu'il aurait dû faire. Ça a été fait au nom d'une espèce d'idéologie qu'on peut appeler une idéologie mondialiste qui, moi, me trouble beaucoup. Et alors, la troisième partie de ce livre, et puis je terminerai, je prendrai les questions si vous voulez bien, c'est de dire, on a eu une crise financière. Très bien. C'est très désagréable, on a pris des gamelles, il y a des gens qui ont perdu leur boulot. Mais la vie continue. Je veux dire par là, il y a une crise après, il y a une vie après la crise. Et ce sur quoi j'attire l'attention des lecteurs dans ce livre, c'est de dire, écoutez, par exemple, il y a des bouleversements gigantesques qui sont en cours partout. Le centre de gravité du monde est en train de passer de l'Atlantique au Pacifique. Si vous lisez Brodel, chaque fois que ça se passe, il y a une crise. Parfois des guerres. Quand ça passe de l'Italie du Nord à Amsterdam, quand ça passe d'Amsterdam à Londres, quand ça passe de Londres à New York, à chaque fois, le système financier mondial secoue. Donc là, c'est en train de passer d'un axe qui aurait été New York-Londres, un axe qui sera New York-Hong Kong, c'est tout à fait évident. Donc, il faut y réfléchir, il faut savoir ce que ça veut dire. C'est pas parce qu'on a une crise qu'il faut s'arrêter de penser à ce qu'il y a derrière la crise, ou ce qui accompagne la crise, ou ce qui est peut-être, dont la crise est peut-être une manifestation, c'est ce que j'appelle un train peut en cacher un autre. La deuxième chose qui est tout à fait évidente, c'est qu'on va changer de système énergétique. Pour toute une série de raisons. On va devoir passer d'une économie fondée sur les hydrocarbures à une économie fondée sur l'électricité. Changement gigantesque. Il y a toute une série d'investissements monstrueux à faire, etc. Il faut y réfléchir. Je ne suis pas certain, je ne crois pas beaucoup à l'histoire du réchauffement atmosphérique, mais je suis persuadé qu'on ne peut pas développer une économie moderne aujourd'hui sur le bon vouloir de Chavez, de Kadhafi, donc si vous voulez, il faut se donc, moi je suis persuadé qu'il y a toute une série de politiques qui ne croient pas du tout à cette histoire de réchauffement atmosphérique, mais ils ne peuvent pas dire qu'il faut qu'on se paye les Arabes parce qu'ils ne sont pas fiables. Donc on dit il faut sauver la planète, mais l'idée est la même, si vous voulez. On ne dit pas il faut se payer les Arabes parce que c'est pas bien vu politiquement, mais sauver la planète c'est convenable. Le résultat est le même, c'est pour ça qu'ils le font. Et on se paye les Arabes simplement parce qu'ils ne sont pas fiables en tant que producteurs d'énergie. C'est pour ça qu'il faut le faire. Donc ça, c'est le deuxième grand changement. Le troisième grand changement, c'est qu'on est en train de passer d'une économie industrielle à une économie de la connaissance. Bon, c'est une tarte à la crème. Mais je voudrais vous dire quelque chose. Je suis toujours surpris de voir à quel point mes confrères économistes sont pessimistes. Ils sont tous en train de broyer du noir toute la journée. Si vous êtes économiste et que vous n'êtes pas pessimiste, ça prouve que vous êtes idiot. Donc c'est un peu gênant. Et j'ai essayé de réfléchir à pourquoi. La plupart des économistes ont été formés à des théories quantitatives, vous savez, avec des outils qui se prennent pour des matheux. Si vous réfléchissez une seconde et que vous pensez à la théorie de la création destructrice de Schumpeter, on est dans une période de création destructrice à peu près sans équivalent dans l'histoire, peut-être depuis le début du 19e.
Donc il y a une destruction incroyable qui se passe, il y a une création incroyable qui se passe. Tous les appareils statistiques qui fournissent des chiffres se concentrent sur les secteurs anciens. Donc, par définition, ils mesurent parfaitement la destruction. Mais par définition aussi, tous les secteurs nouveaux, on ne sait pas les mesurer, puisqu'ils viennent d'arriver. Donc les économistes qui ne travaillent que sur des chiffres passent leur temps à regarder des secteurs qui se pètent la gueule. Et donc, il ne faut pas s'étonner qu'ils soient pessimistes. S'ils se concentraient sur l'endroit où se crée la valeur, comment se crée la valeur, etc., ce que je veux dire, c'est que l'une des grandes erreurs de l'économie depuis des années, c'est que l'économie est devenue mathématique, on manipule des chiffres dans tous les sens, mais ça suppose que les chiffres sous-jacents veulent dire quelque chose. Or là, vous ne mesurez que la destruction, vous ne mesurez pas la création. On ne sait pas la mesurer. Par exemple, dans une économie de la connaissance, quel est le plus gros investissement? C'est l'éducation et c'est la recherche et le développement. Or, dans les comptabilités nationales, ça fait partie de la consommation. Donc un pays qui fait beaucoup de recherche et développement et beaucoup d'éducation, on vous dira, il ne fait pas assez d'investissements, son taux d'épargne est trop bas. Comme les États-Unis. C'est idiot. C'est simplement parce que tout l'appareil statistique dont on se sert aujourd'hui a été fait pour mesurer une économie industrielle. Et on n'a pas d'appareil statistique pour mesurer une économie de service, une économie de connaissance. Il n'existe pas. Donc la plupart des gens aujourd'hui, c'est un des drames au niveau politique, prennent des décisions sur un appareil statistique qui est non seulement faux, mais leur donne des signaux inverses de ce qu'il devrait donner. Et il faudrait quand même réfléchir à ça, exactement comment. Donc, qu'est-ce qu'il y a encore comme autre grand changement qui arrive? Vous avez un changement dans l'organisation des sociétés. Autrefois, les sociétés, elles conceptualisaient un produit, elles le produisaient et elles le vendaient. Aujourd'hui, la plupart des sociétés astucieuses se disent le truc au milieu de la production, c'est un jeu où il y a quelque chose à prendre. Donc moi, je suis Apple, je vais dessiner mon nouveau téléphone dans un bureau de recherche en Californie, je vais trouver une victime qui va me produire à Taïwan pour 2 ou 3% de marge, je mettrai mon sigle dessus, et je n'ai ni usine, ni employés, ils sont en Chine, ou ils sont à Taïwan. Donc vous avez remplacé l'activité production par une activité logistique. Ça veut dire que toutes ces sociétés sont en cash flow positif, etc. Mais ça veut dire aussi que la balance commerciale ne va plus rien dire. Autrefois, si vous voulez, si les exportations américaines ou françaises ont des marges brutes de 50%, et si les importations ont des marges brutes de 5%, si vous faisiez la balance commerciale avec les profits et pas avec les ventes, vous verriez que la France ou les États-Unis sont massivement excédentaires. Mais le capitalisme, il s'intéresse aux profits, il ne s'intéresse pas aux ventes. Donc encore une fois, vous trouvez des gens qui vont prendre des mesures de restriction de la demande interne parce qu'il y a un déficit extérieur, qui n'est justifié en rien par la rentabilité sur le capital investi. Donc des décisions fausses, prises, parce que les statistiques, non seulement sont fausses, mais envoient un signal à l'envers de celui qu'il faudrait envoyer. Donc ce que j'essaie de dire, c'est que on est en train de rentrer dans un monde absolument passionnant, où il va y avoir des découvertes dans tous les sens, ça n'arrête pas d'ailleurs, et qu'il faut absolument cesser d'être pessimiste, et puis laisser le marché décider des investissements. C'est pas en réunissant une commission de fonctionnaires qu'on va savoir comment investir l'argent d'un grand emprunt qui ressemble au truc du sapeur Camembert qui creusait un trou pour mettre la terre du précédent. Donc il me semble qu'il faut vraiment, plutôt que d'embêter les marchés, de les réglementer, etc., il faut les suivre, il faut les comprendre, il faut les regarder, et il faut les développer. Il faut les développer massivement. Par exemple, tout ce qui est produit dérivé, il faudrait que ce soit coté dans des marchés et non plus de gré à gré. Enfin bref, il y a énormément de choses à faire, et ce que je veux dire, c'est que le capitalisme engendre les crises comme une poule pond un œuf. Donc, être surpris que le capitalisme soit en crise, c'est rien comprendre à la bête, c'est comme ça qu'il croit. Et en Chine où je vis, le sigle crise et le sigle opportunité, c'est le même. Donc, à la place de se lamenter sur le fait qu'on soit en crise, il me semble qu'il y a un effort sémantique qu'il faudrait faire, c'est interdire aux journaux de parler de crise et leur dire qu'à partir de maintenant, vous ne parlerez que d'opportunité. Je crois que le moral changerait en France. C'est pas demain la veille, parce que j'ai quitté la France en 81.
J'ai commencé à travailler en 71, et à partir de 73, croyez-le ou pas, la France a toujours été en crise. Je ne me souviens pas d'une seule période où la France n'ait pas été, où le mot crise ne revenait pas sans arrêt sur la plume des journalistes. C'est le seul pays au monde qui est en crise depuis que je bosse, quoi. C'est quand même extraordinaire. Je suis sûrement responsable, d'ailleurs. Donc voilà un petit peu ce que je voulais vous dire. C'est un livre que j'ai écrit pour m'assainir l'esprit, quoi, pour essayer de comprendre ce qui se passait. Et puis, le cas échéant, si vous voulez le lire, ben, vous avez bien raison. Et puis ensuite, ça vous assainira peut-être l'esprit, quoi. Mais surtout, vous savez, il y a un vieux proverbe anglais qui dit Reading the financial press is dangerous for your wealth. Ne faites pas attention à la presse financière. Voilà. Prenez-la avec beaucoup de... ou à la presse économique. Ils ne sont pas bien utiles. Et c'est un des drames de la France. Voilà, je suis prêt à prendre des questions. Oui, bien sûr. Oui, bonjour. Nicolas, tu peux prendre le micro. Oui, merci. Nicolas Crespel. Oui, que pensez-vous, Charles, de ce que vont devenir les tonnes de liquidités qui ont été déversées, dont on dit, certains disent que ça va produire de l'inflation, d'autres de nouvelles bulles spéculatives, etc., etc., d'autres une guerre des monnaies. Qu'est-ce qui va se passer de votre point de vue avec ces liquidités? Voilà, alors il faut savoir d'abord pourquoi elles ont été créées. Vous savez, vous allez à la vieille tautologie de Irving Fisher, MV égale PQ, la masse monétaire multipliée par la vélocité de la monnaie égale les prix multipliés par la quantité. Donc PQ, c'est le PNB nominal, c'est la richesse produite dans un pays. Quand Paulson a fait l'erreur immense de laisser sauter Lehman, à ce moment-là, vous avez eu un véritable effondrement de la vélocité de la monnaie. J'étais dans les locaux d'une grande banque française le lendemain, et la trésorerie, qui était mon client, venait de recevoir les instructions de la direction générale de ne plus prêter de banque à banque que 7 banques en Europe. Le vendredi précédent, ils en avaient 300. Donc, ça veut dire que cette banque a coupé ses lignes de crédit avec 293 banques. C'est-à-dire que d'un seul coup, la vélocité de la monnaie a disparu complètement. Donc si vous ne compensez pas avec cette vélocité qui s'écroule par une hausse gigantesque de la monnaie de banque centrale, M, vous auriez une dépression. C'était l'analyse que Milton Friedman a fait. Elle dit il faut aller parce que l'erreur des années 30, c'était qu'on a laissé la masse monétaire s'écrouler alors même que la vélocité s'écroulait. Donc vous ne pouvez pas ne pas avoir une dépression, c'est presque une tautologie. Alors maintenant, cette monnaie, elle est dans le système. Et je viens d'avoir un long débat avec mon associé Anatole Kaletsky, qui est le rédacteur en chef économique du Times à Londres, et qui est keynésien, il est tout à fait sympathique, et je l'aime beaucoup. Et la thèse que je défendais, c'était la suivante, c'est de dire les banques centrales, depuis 6 ou 9 mois, sont sur le toit du building, en train de crier « je veux que les actifs montent ». Parce qu'à cause de cette règle imbécile du mark-to-market, il y a toute une série de banques dont le capital a été détruit par la baisse des actifs contre lequel de l'argent a été prêté. Bon. Elles ont parfaitement réussi leur coup, les marchés ont monté de 40, 50, 60, 70%, 100%. Mais le danger, c'est que V revienne maintenant en force. C'est-à-dire que les banques étant recapitalisées, les actifs étant montés, elles se mettent à prêter à nouveau. Et comme il y a une masse monétaire gigantesque qui a été créée, ben ça veut dire que l'année prochaine, on va avoir un boom. Un boom gigantesque. Ce qui n'est pas le consensus. Et derrière ce boom gigantesque, il pourrait y avoir des hausses de prix. Et donc, le débat que j'avais avec Anatole, c'est qu'il faudrait que les banques centrales montent les taux de façon préventive. Et en fait, le vrai débat, c'est le suivant, c'est de dire toutes les banques centrales ont agi en bon ordre pendant la crise, elles ont toutes écroulé les taux à zéro, etc. Mais si vous prenez des pays comme l'Asie, l'Australie, etc., tous ces pays-là n'ont aucune raison d'avoir des taux à zéro. Leurs banques n'ont pas fait de bêtises, ils ont été bien gérés, il n'y a pas d'endettement, donc il n'y a aucune raison qu'ils ont des taux à zéro. Donc la question que les gens doivent se poser, c'est est-ce qu'on va avoir une hausse des taux en ordre dispersé? Est-ce que l'Asie va commencer à monter ses taux
avant tout le monde. S'ils le font, ça veut dire qu'ils abandonnent leur modèle mercantiliste, ils laissent leur monnaie monter, et qu'on rentre dans un marché haussier en Asie qui marquera l'histoire. S'ils ne le font pas, on risque d'avoir cet excédent de la liquidité qui a été créé, se déverser, rester dans les marchés financiers, créer une bulle, et derrière la bulle, encore quelque chose de très désagréable. Donc je crois que les 6 mois qui viennent sont très importants. Mon scénario le plus optimiste, ce serait que les banques centrales asiatiques commencent à monter les taux maintenant. Le plus tôt sera le mieux. Et à ce moment-là, on peut être certain qu'au travers d'une hausse des monnaies asiatiques, on se retrouvera tous beaucoup mieux. En ce qui concerne l'Europe et les États-Unis, sinon on pourra parler pour d'autres choses, c'est de l'endettement des États et comment ça va être résolu. Mais enfin, ça, c'est un autre sujet. Bien. Bah, c'est lancé, alors on continue. Il y a beaucoup de choses à dire, mais juste sur votre dernier point. L'Australie a déjà commencé à... Le micro. Je ne suis pas sûr que si les taux montent en Asie, ce soit une bonne chose, parce que ce qui va se passer par mécanisme de portage, on va emprunter du dollar qu'on va vendre pour acheter des monnaies asiatiques qui sont mieux rémunérées, ça va faire baisser encore le dollar, on va avoir une crise qui commence sur le dollar et qui ne va rien arranger. Mais ce n'est pas ça que je voulais dire. En fait, je veux revenir au début de votre présentation. Je suis d'accord, je suis dans votre camp en ce qui concerne la nécessité d'avoir des banques centrales, mais je ne comprends pas que vous ayez accusé, que vous ayez fait porter la responsabilité de la crise sur la suppression du Glass-Steagall Act. Je crois que c'est ça que vous aviez en tête. C'est une des responsabilités. Qui n'existait qu'aux États-Unis. Et d'ailleurs, l'expérience montre que les banques, selon qu'elles avaient plus ou moins banques de dépôt ou banques d'investissement, en fait, n'a rien changé. Il y a des banques qui ont fait des bêtises et d'autres qui n'en ont pas fait. Donc je ne crois pas que cet élément-là soit important. En revanche, il me paraît 60% des SIVs avec des subprimes pourris dedans avaient été faits par la Citicorp. 60%. Il faut savoir qu'il y a 2 ou 3 actions. Mais la grosse partie des problèmes vient de 2 ou 3 banques qui se sont crues banques d'affaires. Entre l'UBS et la Citicorp, vous avez déjà 50% des dégâts. Je crois que le gros problème vient du fait qu'on a eu une crise financière qui aurait pu être une crise financière comme d'autres, qui est devenue extrêmement pernicieuse du fait de ces produits toxiques. Difficile ici de rentrer dans les détails. Mais à mon avis, le gros problème vient de Bâle, des accords de Bâle et des agences de rating qui ont fait qu'on a accordé aux banques la possibilité d'avoir peu de capital pour des produits jugés soi-disant AAA et qui en réalité étaient extrêmement risqués. Et c'est ce qui a fait que les banques se sont terriblement... il y a eu une expansion extraordinaire. Pensez qu'entre le moment où... en mars 2008, moment où, comment ça s'appelle, la banque qui a été récupérée, Bear Stearns. Voilà, Bear Stearns a été récupéré. Donc Bear Stearns avait un bilan très semblable à Lehman Brothers. Lehman Brothers, entre le moment où Bear Stearns a été récupéré et le moment où elle a fait faillite, a doublé son bilan. Tout ça parce qu'elle a continué à jouer ce jeu extrêmement pernicieux qui a été mis en place par la réglementation. Et si ça n'avait pas été mis en place, peut-être qu'on aurait eu à la place d'une crise extraordinaire comme nous avons. Mais si vous voulez bien dire que c'est une crise de la réglementation, là je suis d'accord à 100%. Mais cette réglementation-là, appuyez sur le bouton. Cette réglementation-là, certainement. Que vous dire là-dessus? La réponse essentielle, c'est la plus vieille règle bancaire, c'est qu'une banque ne doit pas prêter plus de 12 fois ses fonds propres. Ça date de l'Italie, où la banque a été inventée. Et parce que c'est à peu près 8% des prêts. Et dans une récession, il y a à peu près 4% des gens qui font faillite. Donc 8%, ça vous couvrait 2 fois le risque d'une récession sérieuse. Et la question que je pose dans mon livre, c'est que quelqu'un comme la Royal Bank of Scotland est passé de 12 fois ses fonds propres à 70 fois ses fonds propres. La Deutsche Bank est passée de 12 fois ses fonds propres à 60 fois ses fonds propres. Où étaient les régulateurs comptables? Où étaient
les banques centrales? Où étaient les autorités de contrôle des banques? Où était la police, en quelque sorte? La police financière aurait dû empêcher toutes ces dérives. Mais ça va à quelque chose qui est beaucoup plus profond. C'est qu'encore une fois, vous avez toute une série de gars qui ont eu des prix Nobel d'économie depuis 20 ans, parce qu'ils avaient fait des études extrêmement sophistiquées sur la façon dont vous pouviez réduire le risque pour le bilan en diversifiant de façon mathématique avec des actifs qui avaient des corrélations négatives les unes par rapport aux autres. Et donc, je ne sais pas combien de prix Nobel qui ont été reçus pour ça. Et donc, des grandes banques centrales, en particulier la Banque centrale anglaise et la Banque centrale américaine, ont accepté ce corpus théorique et ont donc permis aux banques de passer à 40 fois leurs fonds propres, parce que les banques disaient, regardez, je fais tourner mes modèles, et mes modèles me montrent que mon bilan d'aujourd'hui est moins risqué qu'avec cette règle stupide des 12 autrefois. Et c'est tout ce corpus théorique qui s'est écroulé dans cette crise. C'est tout ça, si vous voulez, et 2 ou 3 des grandes banques centrales se sont retrouvées sans corpus théorique pour faire face aux problèmes. Donc, c'est pour ça que je m'élève contre cette espèce d'économie mathématique ou de financière mathématique. C'est que si j'ai appris quelque chose, c'est que dans une bonne crise de liquidité, le taux de corrélation entre tous les actifs monte à 1. Parce que tout le monde a besoin de vendre et que tout se pète la gueule en même temps. Il n'y a pas de... Et que des banquiers centraux aient pu oublier cette règle essentielle, ça me laisse pantois. Je ne comprends pas que des banquiers centraux aient pu accepter ces thèses, mais ça a été avalé par la Banque centrale américaine, par la Banque centrale anglaise. C'est quand même une des grandes surprises de cette crise, c'est à quel point ils ont cru qu'on avait atteint une espèce d'optimum mathématique, qu'on pouvait jouer comme ça. Et ce que disait Karl Popper, ce que je signale dans mon livre d'ailleurs, c'est que si vous réduisez le risque individuel, le même risque apparaît multiplié au niveau collectif. C'est-à-dire qu'on a cru qu'on allait être capable de réduire le niveau individuel de risque sur chacun des placements, et en fait, ça nous a amené à une crise systémique. Et c'est ce que c'est tout gars qui réfléchit sur le risque. Et j'ai été bluffé que des gens aussi compétents que les banquiers centraux ne le sachent pas. Ou alors ils ont été achetés. Je ne sais pas, mais j'ai été stupéfait. Je peux me permettre juste une dernière remarque. Appuyez sur le bouton, M. Aftalion. En fait, le problème des banques centrales, c'est qu'elles ont délégué aux 3 agences de notation auxquelles elles ont accordé un monopole, alors que s'il y avait eu liberté parmi les agences de notation d'entrée et de sortie dans ce marché pour pouvoir mettre au point d'autres méthodes et mettre en doute ce que vous venez très justement de dénoncer, ça ne serait pas produit. Donc les banques centrales, comme toutes les autorités, sont retranchées derrière ces délégations de pouvoir à ces 3 sociétés auxquelles ont accordé un monopole. C'est ce que je signale d'ailleurs dans mon livre, j'appelle ça ressemble exactement à la délégation des fermiers généraux. C'est quand même un des rares cas dans l'histoire où des pouvoirs de réglementation très importants sont donnés à des sociétés du secteur privé qui ne sont pas payés par les utilisateurs, par les acheteurs de la dette, mais par les vendeurs de la dette. Donc il y avait un conflit d'intérêts gigantesque, et que les banquiers centraux aient accepté que ces notations soient faites. Ce que je signale dans mon livre, c'est que dans le monde, avant que cette crise ne commence, il devait y avoir 3 ou 4 AAA. Au moment le plus fort des émissions de titrisation aux États-Unis, des gens comme Moody's ou Standard & Poor's sortaient 30 portefeuilles triplés par jour. Alors qu'il y en avait, et qui se vendaient à 50, 60, 70, 80 points de base au-dessus des triplés normaux. Et moi j'avais écrit un papier à l'époque, je lui ai dit, écoutez, je suis en Asie, s'il y a un gars qui vient vers moi à Shanghai ou à Hong Kong en me disant, vous savez quoi, j'ai une très belle cravate Hermès à $5, je me dis, il y a un loup, quoi, c'est pas... Et là, tous ces grands gars institutionnels et compagnies d'assurance, ils achetaient des produits triplés qui rapportaient 150 points de base de plus que le triplé normal industriel. C'était le coût de ma cravate Hermès qu'on me vendait à $5. C'est pas possible. Mais ils le faisaient quand même. Pourquoi? Parce que s'ils ne le faisaient pas, vous aviez la mesure de performance et leurs copains faisaient mieux qu'eux, ils étaient virés. Et donc vous avez eu aussi une responsabilisation. En quelque sorte, si vous êtes un géant, si vous perdez de l'argent avec tout le monde, c'est pas grave. C'est très embêtant si vous prenez une décision de vous retirer avant les autres et que pendant 12 à 18 mois, les autres continuent à gagner de l'argent, vous êtes viré. Donc vous avez aussi un biais là, qui est absolument monstrueux. Mais je suis tout à fait d'accord sur la plupart des choses que vous avez dites. Il y a, comme monsieur a pesé, vous avez levé la main tout à l'heure,
Comment? Et puis ensuite... Oui, je voulais revenir à ce que vous dites. En fait, sur les banquiers centraux, le problème, c'est qu'ils ont la même formation que ces prix Nobel et que tous les financiers qu'on a dans les banques. Oui, il y a évidemment de gens évidemment quelques cultivateurs. Je dis ça parce que le meilleur banquier central pendant les années Reagan, c'était un gars qui était cultivateur, qui était un paysan, un fermier. Et c'est celui qui a le meilleur track record sur les décisions qui ont été prises. Ce qui est assez rigolo quand même. Donc, en effet, il manque, mais je vous signale que si vous parlez de ce problème, au moins aux États-Unis, vous avez quelques hommes qui viennent du secteur privé, qui ont la même formation et qui viennent du secteur privé en France. Donc il n'y a pas un seul banquier européen qui ne soit pas un fonctionnaire. Voilà qui le rassure. Oui. Bonsoir. J'ai une question. Est-ce que la solution, parce qu'on parle beaucoup des causes, et c'est très intéressant, mais je crois qu'ici tout le monde partage l'analyse qui est la vôtre, en gros, est-ce que la solution c'est le narrow banking dont parlait John Kay et dont Martin Wolf s'est fait l'écho dans le Wall Street Journal il y a 2 jours. Système bancaire sans réserve fractionnaire. J'explique juste ce que j'ai compris. Aujourd'hui, on parle d'un des problèmes centraux en termes microéconomiques, pas en termes de ce qui est le boulot des banques centrales et la création de monnaie, c'est un autre débat, mais c'est la confusion entre le métier de banque de détail et de banque d'affaires. Et un des éléments que vous avez évoqué, mais qui me paraît central et sur lequel il faut sans doute une faille, c'est l'aspect de la garantie de l'État. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, aux États-Unis, la FDIC a garanti des institutions qui jouaient à la fois à la banque d'affaires et à la fois à la banque de dépôt. Et l'idée du narrow banking, c'est de dire, voilà, les banques de dépôt, maintenant, ce sera la garantie de l'État, c'est-à-dire qu'on signe derrière. En revanche, banque d'affaires, une expression, pas de moral hazard, puisque vous allez jouer avec votre monnaie, mais vous allez perdre avec votre monnaie. Qu'est-ce que vous pensez de cette proposition? Ça me paraît une très bonne idée. Il me semble, pour une raison simple, il faut que le risque soit rémunéré. Il y a un rapport entre le risque et la rentabilité. Donc, vous ne pouvez pas avoir un monde dans lequel vous avez des rentabilités élevées sans qu'il y ait des risques. Mais quand les gens me demandent quelle est la solution à la crise, je leur dis, écoutez, il y a une solution qui est toute simple. Vous interdisez aux banquiers de prêter à l'immobilier. Parce que tous les drames que j'ai connus dans ma carrière, dans l'histoire, c'est quasiment tout le temps les banques qui prêtent à l'immobilier avec un effet de levier incroyable qu'ils trouvent d'une façon ou d'une autre de trouver. Donc vous faites des espèces de sociétés de financement de l'immobilier qui mettent des obligations, qui prennent une marge de 200 points de base et qui prêtent au gars de l'autre côté, qui se rémunèrent sur la diversification du risque. Mais je ne vois pas pour ce que les banques, en plus l'immobilier c'est la source de corruption générale des banques vers le système politique, parce que c'est comme ça que ça passe. En plus, l'immobilier, c'est comme ça que passent également toutes les mafias. Donc, il me semble que sortir l'immobilier de la banque, ce serait un acte de salubrité publique. Mais personne ne le fera jamais. Pourtant, en France, en immobilier, on n'a pas vraiment eu de problème, parce qu'on avait ramassé une énorme gamelle en 92. Il faut se souvenir que le crédit mutuel a sauté, le crédit foncier de France a sauté, et que donc, si vous voulez, c'était trop proche pour qu'on puisse y retourner encore, quoi. Il n'y a pas eu de gamelle non plus au Japon, parce qu'ils en sortaient. Et l'immobilier aux États-Unis, c'est pas les banques qui ont prêté, puisque c'est des originateurs privés qui prêtaient. C'est pas la banque en tant que telle qui prêtait. Pourtant, il y a eu un problème. Là, si vous voulez, ce qui fait dire qu'en conséquence, le problème vient peut-être, et on va peut-être arriver sur le débat qu'on avait au début, sur la création de monnaie, de ces problèmes de création de monnaie, avec des taux d'intérêt bas, le Chinese Goat, et toutes ces idées-là, parce que c'est... Non, la réalité de ce qui s'est passé aux États-Unis, si vous voulez, c'est qu'il y a une manœuvre comptable simple et toute exécution. La banque disait, moi, je ne porte plus de risque, je suis originateur de risque, je crée un portefeuille diversifié, je le vends à quelqu'un d'extérieur, et ça sort de mon bilan, donc j'ai plus besoin de mettre de réserve obligatoire. C'était ça la grosse astuce. Mais en fait, ce qu'ont fait toutes ces banques, la City Corp première, c'est qu'ils ont créé des espèces de systèmes adjoints, SIV ou conduits, dans lesquels ils mettaient ce papier dégueulasse, ils donnaient des lignes de crédit, mais qui n'étaient pas au bilan. Vous ne saviez pas que ça existait. Il n'y avait pas de réserve obligatoire sur les lignes de crédit à l'époque, maintenant il y en aura. Et puis ces papiers dégueulasses émettaient du papier commercial, qui était acheté par les fonds de pension, etc. Et s'ils ne pouvaient plus se financer en émettant du papier commercial, à ce moment-là, les lignes de crédit jouaient. Donc ce qui s'est passé, c'est que quand la BNP a dit « je ne peux pas donner de valeur à ces 3 fonds », c'était en juillet 2007, à ce moment-là, plus personne n'achetait papier commercial de ces boîtes, qui
n'étaient que des constructions artificielles, qui n'avaient aucune vérité. C'était des banques, en fait, sans fonds propres et sans réglementation. C'est ce qu'on appelle le shadow banking system. Et tous ces papiers sont remontés dans le bilan des banques à toute allure, et on s'est rendu compte d'un seul coup que toutes les banques étaient grotesquement sous-capitalisées, d'où la crise financière. Mais si vous voulez, ce qu'il y avait d'extraordinaire, c'est que comme le gars qui sortait ce papier de sa banque, il prenait un profit dessus à la place de le prendre quand le gars aurait fini de rembourser, ça lui permettait de se toucher un argent considérable. Donc le président de la banque ne faisait rien d'illégal, mais ça lui a permis à lui de faire sa fortune gigantesque. Donc pour parler comme un catholique, on avait créé une structure de péché, où le type, il avait une telle tentation qu'il ne pouvait pas y résister. Si ça marchait pendant 5 ans, il avait payé ses 200-300 millions de dollars comme le président de Merrill Lynch, et il s'est débrouillé. Donc, encore une fois, ça a été un loupé de la régulation incroyable. Incroyable. Comment les banques centrales ont pu laisser faire ça, détrousser ou même les autorités de contrôle, détrousser l'investisseur de base, enfin ça passait sous leurs yeux, il y avait un système bancaire parallèle qui se mettait en place, sans réserve obligatoire, sans capital, et personne ne voit rien, personne ne dit rien. C'est quand même, ce sera ça le mystère insondable de cette crise, mais où étaient les gars dont c'était la responsabilité de contrôler ça, quoi. Il y avait de tels intérêts en jeu, il ne faut pas oublier que des pays comme l'Espagne, l'Irlande, etc., ont eu des excédents budgétaires monstrueux à cause de l'immobilier. Donc il y avait une pression politique gigantesque pour que la bulle immobilière continue. C'est... Monsieur, vous vouliez dire... Je voulais faire remarquer simplement que, en matière de prêt immobilier, le crédit foncier que vous avez attaqué tout à l'heure... Il a sauté, non? Il a sauté, mais attention, il a quand même survécu pendant 150 ans en faisant beaucoup d'erreurs en France. Il a fallu que les socialistes arrivent pour le faire sauter. C'est pas une prise de risque exagérée, ce sont les socialistes qui ont réussi à le faire sauter. Et l'histoire du crédit, enfin des prêts immobiliers, c'est qu'il y avait une relation directe entre les garanties prises et le prêt. À partir du moment où ce qu'on appelle la titrisation des créances, si les gens qui achètent des créances ne savent plus les risques qu'ils prennent, et c'est évident parce qu'il n'y a plus de relation directe entre le prêteur et l'emprunteur. Bon, alors à ce moment-là, on prend des risques inconsidérés, et c'est comme ça que... Les risques ne sont pas inconsidérés, puisqu'on vous garantissait que c'était des AAA. Donc vous étiez tout à fait tranquille. Le calcul mathématique vous disait que la diversification du risque entre ces différents, puisque c'était différentes régions, etc. Donc la compagnie d'assurance qui a acheté ça n'a jamais eu la sensation qu'elle prenait un risque insensé. Elle a acheté une obligation AAA avec Moody's qui avait signé, et les autorités de contrôle disaient que tout était parfaitement normal. Donc les pauvres gars, ils se sont fait choper, ils n'y pouvaient rien. Ils étaient, encore une fois, c'est une erreur de la réglementation qui dépasse l'entendement. C'est la titrisation. Il n'y avait plus de contrôle du risque par le prêteur. Voilà. Oui, la titrisation, ça ne me gêne pas, mais en réalité, il faut savoir ce que les gens achètent. Mais on leur a dit, moi, ce qui me gêne beaucoup, c'est que s'il y avait un guide Michelin qui était payé par les restaurateurs, qui était financé par les restaurateurs, vous ne lui feriez pas confiance, quoi. Or, les smoothies, Standard & Poor's et tout, c'est le guide Michelin payé par les restaurateurs et pas par les... C'est-à-dire que c'était les émetteurs de dette qui payaient les gars. C'est quand même extraordinaire, quoi. Et sans concurrence, parce qu'on leur avait organisé un monopole. C'était un monopole garanti par l'État, une société privée, au centre du système du crédit capitaliste. C'est quand même, ce qu'on dit, c'est les fermiers généraux qui étaient chargés, à qui on déléguait le droit de lever des impôts. Un droit régalien, quoi, c'est pareil. Ils avaient le droit de lever des impôts. C'était des fermiers généraux de notre époque. Oui. Oui, allez-y. Oui. Prenez le micro, appuyez sur la touche verte. Il y a une petite touche verte en bas, là. Bonsoir, merci. Je voudrais vous poser 2 questions pour mieux comprendre et vous différencier de l'école autrichienne d'économie. Ma première question, c'est comment, puisque vous avez parlé de nationalisation de la monnaie, comment vous justifiez les atteintes aux droits de propriété qui sont nécessaires pour arriver à une nationalisation de la monnaie? Et ma deuxième question, c'est comment, dans un système où la monnaie est nationalisée, les individus peuvent fuir la mauvaise monnaie, la monnaie fiduciaire? Alors, d'abord, je n'ai pas dit que j'étais pour la nationalisation de la monnaie. J'ai dit que la monnaie était du ressort de l'État. Voilà. C'est pas tout à fait la même chose. Ça ne change pas beaucoup de ma question.
La différence que j'ai avec les Autrichiens, elle est assez simple. C'est que j'ai jamais rencontré un Autrichien optimiste. Ils sont toujours en train de nous annoncer la fin du monde. Et ce serait mieux s'il n'y avait pas de banque centrale, ce serait mieux s'il y a... Alors je plaisante en disant ça, mais en réalité, le vrai problème au fond, c'est que je pense, et là je rejoins des gens comme Minsky ou comme Irving Fisher, etc., que le système capitaliste ne retourne pas automatiquement à un équilibre de long terme si on le laisse tranquille. Vous pouvez tout à fait avoir des périodes où le système commence à partir en baisse et vous continuez à vous casser la gueule simplement parce que vous cassez la gueule. Vous devriez lire l'article qui s'appelle « La théorie de la déflation par la dette » d'Irving Fisher, qui a été publié en 1934 dans Econometrica. Il montre très bien que s'il y a un excédent de dette, si les prix des dettes commencent à baisser, si contre ces dettes, si les actifs qui garantissent la dette commencent à baisser, à ce moment-là, ça entraîne une destruction de monnaie. La destruction de monnaie entraîne une nouvelle baisse des actifs, qui elle-même entraîne une nouvelle dévaluation. Et donc, le système économique n'est pas mondial, le capitaliste n'est pas automatiquement autostabilisateur. C'est ça ma grande différence. Les Autrichiens, c'est ça la grande différence qu'ils avaient avec Keynes, c'est que Keynes se disait, les Autrichiens disaient, sur le long terme, ça ne sert à rien d'intervenir. Et Keynes disait, oui, mais si pendant 30 ans, on a une zone de sous-équilibre, de sous-production, ce que disait Keynes, c'est sur le long terme, on est tous morts, donc vous êtes gentils, mais si ça nous amène les communistes, etc. Donc ma grande différence, c'est que je ne crois pas fondamentalement qu'il y a des moments dans l'histoire du système capitaliste où le système devient instable. Et qu'on était à la veille d'un de ces moments l'année dernière, et que les banques centrales et le gouvernement ont réussi, pour l'instant, à stabiliser le système. S'ils n'avaient rien fait, on aurait eu un écroulement de la masse monétaire, Et donc je rejoins parfaitement les analyses de Friedman, qui disaient le rôle de l'État dans les années 30, c'était d'empêcher la masse monétaire de s'écrouler. Un Autrichien, qui était au pouvoir d'ailleurs, partout, ils ont laissé la masse monétaire s'écrouler. Moyennant quoi, on a eu la dépression, Hitler et la Seconde Guerre mondiale. Ce qui ne me paraît pas particulièrement brillant comme résultat, quoi. Ils ont laissé les économies allemandes. Tout le monde pense que Hitler est arrivé au pouvoir à cause de l'hyperinflation. Hitler est arrivé au pouvoir à cause de la politique déflationniste suivie par le précédent chancelier. Donc c'est une erreur gigantesque. Donc, si vous voulez, première différence, les économies ne se stabilisent pas automatiquement. La deuxième différence en ce qui concerne la monnaie, c'est que la monnaie a trois fonctions. Fonction d'échange, fonction de ses talents de valeur et fonction de réserve de valeur. Quand je vis dans un pays, j'ai besoin de la monnaie du pays pour ses fonctions d'échange. Mais s'il n'y a pas de contrôle d'échange, je n'ai aucune raison d'épargner dans la monnaie du pays si c'est une monnaie dégueulasse. Donc c'est pour ça qu'on a créé cette imbécilité foudroyante qu'est l'euro. C'est parce qu'il fallait empêcher que tous les épargnants européens, si on laissait l'Allemagne tranquille, ne mettent tout leur pognon en Deutschmark et renforcent la force de l'Allemagne de façon extraordinaire. Donc on a créé cette espèce d'hybride ingérable pour empêcher justement les gens d'épargner dans la monnaie du pays qui était bien géré. Parce que les traités européens ne permettaient pas plus le contrôle d'échange. Donc, je suis pour la nationalisation, pas la nationalisation des monnaies, la nationalité des monnaies. Les monnaies recouvrent une réalité ancienne qui est la nation. Mais je suis contre le contrôle d'échange, parce que c'est comme ça que les tyrannies commencent toujours. Donc il faut que le type il échange dans sa monnaie, mais il puisse épargner dans la monnaie du pays d'à côté s'il faut. C'est la mauvaise monnaie, chasse la bonne. Et à ce moment-là, automatiquement, si tout le monde va épargner dans la monnaie du pays d'à côté, ben, le pays en question, il est obligé de commencer à se gérer comme il faut. Donc c'est la concurrence des monnaies, la concurrence des banques centrales qui règle le problème. Donc je suis farouchement partisan de la concurrence des monnaies, et c'est pour ça que l'euro est une abomination, parce que ça interdit toute concurrence des monnaies des États en Europe. Stéphane, ça vous convainc? Ça m'inspire. J'ai une question donc, pour prolonger la question précédente, en fait. Je voulais vous demander comment est-ce que le capitalisme et l'économie pourraient être à l'équilibre lorsqu'on a des acteurs qui sont capables de produire de la monnaie sans en supporter tous les coûts. C'est-à-dire que l'idée même de l'équilibre repose sur le fait qu'il y a une tendance à ce que le prix de vente de votre produit
se rapproche de son coût de production. Alors vous avez des banques centrales qui peuvent créer de la monnaie à coût nul, et des banques qui peuvent créer 1 euro avec un coût de 8 centimes et faire supporter le reste par le contribuable ou le prêteur de la personne. Donc comment peut-on effectivement, l'économie est instable, je suis d'accord avec vous, mais c'est à mon avis simplement à cause de ce fait-là. Donc qu'est-ce que vous pensez de ces dispositions, de ces institutions, on va dire? Ben, d'abord, si vous voulez, quand vous n'aviez pas de banque centrale et que vous aviez des talons or, etc., on avait une gigantesque volatilité de l'économie, donc qui était plus forte que celle qui existe depuis que les banques centrales existent. Donc attribuer la volatilité de l'économie à l'existence des banques centrales, ça n'est supporté par aucun calcul statistique. Je sais pas que j'y crois beaucoup, mais les économies, depuis que les banques centrales existent, sont devenues beaucoup moins volatiles qu'autrefois. Donc, la charge de la preuve est plutôt de gars qui disent que ce serait moins volatile, parce que ça n'a jamais été le cas. La deuxième chose, c'est que je n'ai jamais dit que les économies allaient vers l'équilibre. Une économie est en déséquilibre perpétuel, c'est comme un vélo. Et simplement, ce que je veux dire, c'est que de temps en temps, le déséquilibre devient tellement profond et tellement rapide, et en général c'est lié à des phénomènes de contraction de crédit, qu'il faut que les autorités interviennent pour arrêter l'avalanche. Mais s'imaginer qu'une économie, par définition, c'est en déséquilibre permanent. On est toujours il y a toujours quelque chose qui est en train de se casser la gueule, et quelque chose qui est en train de monter, quelque chose qui est en train de baisser. Et c'est ça qui me rend mon métier d'économiste et de financier rigolo comme tout. C'est que si vous en attrapez quelques-uns des mouvements dans le bon sens, vous gagnez beaucoup d'argent sans travailler. C'est quand même la définition essentielle du financier, quoi. Parce que ça fait 40 ans que je travaille comme un fou pour arriver à ce résultat. Alors, on ne dira jamais assez de mal des financiers. Oui. Pensez-vous que des mesures sérieuses ont été prises pour éviter le renouvellement des maux que vous avez si brillamment dénoncés? Et si oui, lesquelles? Des mesures sérieuses, beaucoup ont été prises, aucune dans nos pays. Je veux dire par là, vous allez vers l'Asie, etc. Par exemple, tout le monde s'excite sur l'émergence de la production industrielle chinoise, de la Chine en tant que pays industriel. C'est vraiment l'histoire des 20 dernières années. L'histoire des 10 prochaines années, ça va être l'émergence de la Chine, une puissance financière. Ils sont en train de monter de toutes pièces un système bancaire qui sera compétitif, etc., qui sera centré sur Hong Kong. Maintenant, quelles ont été les mesures prises Vous avez par exemple un pays comme la Suède qui est admirablement géré et qui n'ont pris aucune mesure stupide pendant toute cette crise. L'Australie, c'est très bien, le Canada, c'est très bien. Le vrai problème que j'ai dans ma tête, c'est que à l'horizon de 2013-2014, à l'allure à laquelle les dettes de certains États s'accumulent, il va y avoir une crise gigantesque des endettements des États. Et là, je ne vois pas qu'on ait pris quelque mesure que ce soit, au contraire, pour les aggraver. Si je devais résumer l'origine de cette crise, si je cherchais une origine, je dirais que ça commence, c'est un contre-coup de la crise asiatique de 97. Vous avez une crise asiatique en 97, ils s'étaient trop endettés, un peu comme nous. Les monnaies asiatiques s'écroulent. C'est ce que les économistes appellent une baisse des termes de l'échange. Donc, les États-Unis et l'Europe s'enrichissent de la baisse du coût du travail des Asiatiques. On peut acheter plus de travail asiatique. Après 6 ans d'efforts, vers 2000, 2001, ils sont revenus à l'équilibre et tout. Logiquement, il faudrait que les termes de l'échange se mettent à jouer en notre défaveur. Alors, on a essayé, on a dit c'est pas la peine parce qu'on est meilleur en technologie. Donc c'était la bulle Internet. Et puis ensuite, on a vu que ça marchait moyen. On a dit on se fait pas de soucis, on n'a pas besoin de prendre une baisse du niveau de vie parce que nos actifs montent plus que les leurs. C'était la bulle immobilière. Pas terrible le résultat. Et maintenant, on dit vous savez quoi, on peut empêcher la baisse des niveaux de vie parce que nos États peuvent s'endetter jusqu'à la fin des temps. Je ne suis pas certain que ça va marcher non plus. Et c'est plutôt à l'horizon 2013-2014. Donc, loin de... Ce que je veux dire, c'est que cette crise, qui est une crise de sous-compétitivité d'un certain nombre de nos systèmes sociaux, économiques, etc. en Europe, les mesures qui ont été prises, à la place de les traiter, les aggravent et les repoussent dans le temps. Oui. J'ai une question à ce propos. Il y a un pays qui a pris des mesures récentes un peu différentes de celles des autres, c'est l'Allemagne quand même, avec la réforme de la Constitution allemande qui limite, qui plafonne l'endettement et qui donne un signal, disons, au gouvernement, non seulement au gouvernement fédéral, mais au gouvernement des Länder et aux collectivités locales,
comme quoi il va falloir réduire l'endettement dans les années qui viennent. Bon, c'est une mesure un peu autoritaire, je dirais, mais qu'est-ce que vous pensez de ça? C'est le seul pays qui a fait ça, alors c'est pour ça. Mais d'abord, oui. Il y a un an à peu près, pendant l'été de l'écrit, j'avais écrit un papier, parce que j'ai un vieil ami qui travaille dans le journal des finances, et j'ai écrit un papier tous les 15 jours dans le journal des finances, pour lui faire plaisir. Et j'avais écrit un papier, je disais l'Allemagne comme une encre au cou de l'Europe. Il faut savoir que l'Allemagne est le pays le plus mercantiliste du monde. Ces braves gens pensent que si vous développez un excédent commercial, ça veut dire que vous êtes bien géré. Et donc, ça fait 15 ans que l'Allemagne taxe la consommation, subventionne la production, développe des excédents de ses comptes courants de 9% du PNB, et c'est la politique de Colbert en 1770 qui fait qu'à la fin, ils ont ruiné tous leurs clients. Les clients, l'Espagne a 10% de comptes courants déficitaires, et que l'appareil allemand s'écroule. L'Europe est plombée, la consommation allemande est au même niveau qu'en 90, au même niveau qu'en 90 en termes nominal, je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que ça veut dire, ça fait 19 ans que l'Allemagne suce le sang du reste de l'Europe pour croître, sans jamais contribuer quoi que ce soit. Et je trouve ça scandaleux. Et qu'on les laisse faire, je trouve ça scandaleux. Qu'il n'y ait pas des gens qui s'élèvent, et maintenant ils me disent, eh bien vous savez quoi, on va en faire encore plus. On va encore moins consommer que d'habitude. Tiens. Eh bien, moi je voudrais dire aux Allemands, si vous êtes trop vertueux pour nous, vous sortez de l'euro. Vous êtes trop bons pour nous. Et comme ça, on se retrouvera entre gens de bonne compagnie, l'euro se mettrait la gueule, on serait content comme tout. Il se peut que ça finisse comme ça. Il se peut que ça finisse comme ça, mais... D'ailleurs, eux-mêmes sortent volontairement. Mais volontairement, absolument. Mais je veux dire, il n'y a jamais eu un grand économiste allemand. Vous avez les économistes autrichiens, français, italiens, espagnols, tchèques, tout ce que vous voulez. Les Allemands sont mercantilistes et ils pensent que l'argent est sérieux. C'est pour ça qu'on est financiers lamentables. Vous ne pouvez pas être un bon financier si vous pensez que l'argent est sérieux. Si vous pensez que l'argent est une plaisanterie, vous pouvez gagner de l'argent. Mais les Allemands et les Suisses allemands sont dramatiquement mauvais parce que pour eux, l'argent, c'est sérieux. Alors tout le monde sait que c'est une blague, quoi. Enfin, si vous ne le savez pas, c'est dommage, quoi. Je voudrais poser une question. Comment est-ce que tu vois le scénario du krach obligataire public? Alors, tu as dit 2013-2014. Qu'est-ce qui te... Mais la réalité, c'est que pour l'instant, il est masqué. Je ne sais pas si vous avez vu ce que la Banque centrale d'Irlande vient de faire, enfin ce que l'Irlande vient de faire. Ça n'a pas été mentionné dans les journaux. M. Trichet, il y a 3 semaines, a fait un grand article dans le Financial Times pour dire, vous savez quoi, la BCE, vertueuse, n'achète pas une seule obligation d'État. Nous n'achetons pas d'obligation d'État. Nous ne sommes pas comme ces Américains qui financent le déficit budgétaire. Bon, laissez-moi vous expliquer ce qui vient de se passer avec l'Irlande, ce qui m'a laissé, moi, pantois. L'Irlande crée une bad bank, une mauvaise banque, pour s'occuper des dettes immobilières qui ont beaucoup baissé. Donc, 75 milliards d'euros de ces mauvaises dettes sont mis dans la mauvaise banque. Et la mauvaise banque les rachète à 50 milliards d'euros. Donc, une décote de 33%. Tout à fait insuffisant, mais ce n'est pas le débat. Mais une banque, ça donne un capital. Donc, le gouvernement irlandais met un bout de papier dans le bilan en disant, voilà, on a émis 50 milliards d'euros d'obligations qui servent à capitaliser cette banque. C'est pas passé par le marché. Hein. Si ça avait été émis dans le marché, les taux sur les dettes irlandaises seraient montés comme une fusée. Bon, très bien. La banque irlandaise, la Bad Bank, prend les 50 milliards, va les escompter à la Banque centrale pour 50 milliards. C'est normal, c'est une dette d'État. Et elle prend ces 50 milliards, elle arrive et elle achète des obligations de l'État irlandais avec. Baisse des taux en Irlande. Je suis bluffé. Comparé à ce qu'avait fait Madoff, Madoff, c'était quand même un amateur quoi, par rapport à ces gars-là. Donc le système européen est en train de devenir madoffien, mais combien de temps ça va durer? J'en sais foutre rien. Quand est-ce que les gens vont se rendre compte que c'est un schéma de Ponzi? J'en sais rien. Aucune idée. Mais je sais que si vous avez de l'argent, vous ne mettez pas un rond dans les obligations d'État. Pas un rond, parce que il y a Rogoff qui vient de publier une très bonne étude, c'est l'ancien économiste du World Bank et qui est maintenant à Hollande,
sur les faillites étatiques sur les 500 dernières années. Et vous voyez qu'il y a des espèces de clusters, comme ça, de groupements de faillites étatiques tous les 80-90 ans. Il y en a plein qui font faillite d'un seul coup, puis ensuite on a 80-90 ans de tranquille, et puis plein qui font faillite d'un seul coup. Je me demande si on n'est pas en train d'arriver à un moment où on va avoir un petit cluster. La Grèce va faire faillite, enfin bref, il y en a plein qui vont faire faillite. Mais c'est la thèse d'Alain qui nous dit que même le gouvernement français est en train de faire du super Madoff. Ben oui, si vous voulez. Mais c'est pas tellement difficile. On est en déficit primaire. Aujourd'hui, la charge des intérêts est supérieure au critère de Maastricht de 3%. Et encore, ce qu'il y a d'étonnant, c'est qu'on est à 55 milliards de paiement des intérêts d'euros, et que c'est le même niveau qu'il y a 10 ans, parce qu'entre-temps, la dette a plus de doublé, mais les intérêts ont baissé de 60%. Si par hasard les intérêts se mettaient à monter, ça va être un bain de sang. Et donc le krach obligataire, il se produira quand les banques centrales cesseront d'acheter les obligations d'État. Par exemple, les 2/3 des gilts, les obligations anglaises aujourd'hui, sont achetées par la banque centrale anglaise directement, qui gonfle son bilan d'autant. Le jour où l'économie repart très fort, ils n'ont plus aucune raison d'acheter ça, et à ce moment-là, les taux se normaliseront à un niveau de marché très rapidement, qui est probablement plus proche de 5% que de 3,5% aujourd'hui. Mais ça peut se passer très très vite. Donc, oui. Mais il y a aussi le facteur d'anticipation. Appuyez sur le micro. Le facteur d'anticipation d'inflation qui n'existe pas, mais ça a été discuté tout à l'heure. Si on commence à voir venir l'inflation, les anticipations vont s'incorporer dans les taux qui de 3,5 vont bondir, et là ça va être le krach tout de suite. Dès qu'il y aura de l'inflation, il y aura le krach. Mais c'est là où j'ai un grand débat avec toute une série de gens. C'est que l'inflation n'est une solution pour régler un problème bancaire que si elle arrive de façon inattendue. Sinon, ce n'est pas la solution. Or, aujourd'hui, vous avez des taux d'intérêt futurs. Vous pouvez vous protéger contre ce risque. Donc, si vous êtes un gérant obligataire, vous pouvez tout à fait vendre à découvert le taux d'intérêt futur, ce qui l'amène aujourd'hui au taux où il devrait être si l'inflation monte dans 3 ans. Ce qui veut dire qu'en instantané, les taux réels montent, et comme les taux réels montent, l'économie se crache. Donc, ce que je me tue à essayer d'expliquer aux gens, c'est que dans la mesure où il y a un mécanisme de protection contre l'inflation, et j'avais écrit un papier en 81 quand on avait créé les taux d'intérêt futurs qui s'appelait The End of Inflation. J'avais dit, à partir du moment où les gens peuvent se protéger, l'inflation, c'est fini. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'il y a 2 sorties possibles, où vous créez les conditions pour que les taux de la croissance repassent au-dessus des taux d'intérêt, ce qu'a fait la Suède, le Canada, etc., et à ce moment-là, la dette se liquide d'elle-même au travers du temps, ou bien c'est la faillite ou la renégociation. Et dans les années 30, si mes souvenirs sont exacts, la Belgique et l'Angleterre ont dit, alors c'était en termes d'obligation, vous savez quoi, vous avez acheté des 10 ans à 5%, ça devient des 2% perpétuels, quoi. Et puis si vous n'êtes pas d'accord, tant pis. Parce que quand vous avez affaire à un pouvoir souverain, il peut changer les termes du contrat qu'il a passé avec vous, et vous ne pouvez rien faire. Hein. Donc je crois que là, c'est plutôt vers ça qu'on se dirige, vers une renégociation, vers une redéfinition des dettes, c'est-à-dire une forme de défaut déguisé, que de l'inflation, parce que l'inflation, ça ne peut pas marcher. La banqueroute des 2/3. La banqueroute des 2/3, ben voilà, ça remonte aux années quoi, c'était 1797, 17. La banqueroute des 2/3. Mais tiens, il faudrait faire une note là-dessus. Oh, il y a plus d'analogies que tu crois. Mais bon, vas-y. Riel Miller. Merci. Je partage énormément l'analyse, mais sur ce dernier point, c'est évidemment le choix. Si on a un choix, c'est une question. Mais éviter qu'on renégocie ou on fait faillite avec les États et tout ça. Il y a l'autre option, c'est la productivité qui va monter. Mais que sont les politiques qui peuvent nous mener? Bon, pour la Chine, c'est vrai qu'eux, ils sont en train de construire pas mal de choses. Ils suivent un chemin d'industrialisation. Mais cette idée qui me paraît très très importante, que les économistes ignorent la plupart de l'économie d'aujourd'hui, veut dire que les politiques ne peuvent pas s'adresser à ça. En ce cas-là, tout ce qu'on fait pour essayer de ne pas retomber en crise, en fait, travaille sur l'ancien terrain et n'est pas quelque chose qui peut nous emmener sur l'autre chemin, qui est un chemin de gain de productivité et croissance. Mais tout à fait, mais vous avez des pays qui se sont réformés. Je regrette
regrette qu'on n'en parle pas plus en France, mais des pays comme la Suède, par exemple, c'est complètement réformé. Ils ont une économie de la connaissance, ne peut pas fonctionner s'il n'y a pas un bon système éducatif. Ils ont complètement réformé leur système éducatif, il est complètement décentralisé, rendu aux municipalités, rendu à tous les... Bon. La même chose s'est passée en Finlande, au Danemark, etc. Donc vous savez ce que vous devez faire. Vous devez déréguler, privatiser le système éducatif. Fat chance, comme on dit, en France. On est mal barré. C'est dommage. Mais bon, c'est comme ça. Vous avez toute une série de mesures comme ça que certains pays ont pris et qui ont très bien marché. Mais ce qui m'ennuie, si vous voulez, c'est que la France est une société de rentiers dirigée par des fonctionnaires. Et c'est quand même difficile de les imaginer prenant des mesures révolutionnaires comme ça, quoi. Mais je souhaite me tromper, quoi. Je souhaite me tromper. J'ai des... Ça me rappelle juste une petite anecdote. Il y a de nombreuses années, je travaillais à l'état-major de Jacques Chirac et on avait une réunion avec Michel Aurillac, qui était député dans cette maison. Et Michel Aurillac a présenté un programme, entre guillemets, révolutionnaire à Jacques Chirac qui consistait à casser le système d'éducation nationale français et à faire un système comme en Allemagne fédérale, pratiquement. C'est-à-dire, chaque région aurait eu son éducation nationale, et on aurait décentralisé le maximum. En tout cas, il n'y avait pratiquement plus rien au niveau national. Et alors, il explique pourquoi ça permettrait de faire des réformes. Ensuite, il y aurait la concurrence entre les régions, des choses comme ça. Chirac répond, intellectuellement, c'est très très fascinant votre truc. Hein. Mais vous m'avez envoyé votre projet il y a un mois, et donc j'ai consulté tous les recteurs. Ils étaient tous contre. Vous voyez, Charlie, c'est pas possible. Mais certains d'entre vous ont peut-être regardé la télévision anglaise où il y avait une émission qui s'appelait Yes Prime Minister. Vous vous en souvenez peut-être. Et à un moment, il y a le Prime Minister qui a une idée comme ça, tout à fait géniale. Et il y a son principal adjoint, donc son chef de cabinet, qui lui dit « This is very courageous, Prime Minister ». Et le Premier ministre se décompose. Parce qu'être courageux pour un homme politique, c'est d'assurer la non-réélection. Donc le type se décompose. Je vais faire la réélection. Donc je crois qu'on est un peu dans cette situation. Mais... Oui, bonsoir, je voulais revenir sur un des premiers points que vous avez évoqué dans votre livre, sur la régulation des activités assurantielles et des banques. Vous dites que ça doit être géré au niveau national ou régional et pas au niveau mondial. Pourtant, il y a bien un marché mondial bancaire et des assurances. Donc, je ne comprends pas comment est-ce qu'on peut avoir des systèmes nationaux. Et deuxième point, j'ai aussi mal compris que toutes les attaques que vous portez sur l'euro, mais bon, non, mais parce que bon, enfin, je veux dire, peut-être vous croyez vraiment pas du tout à la convergence comme on a eu en France. C'est-à-dire quand on a créé en 1800 la Banque de France, il y avait toutes les banques régionales qui elles non plus n'avaient aucune chance de... Bon, alors prenons la deuxième question en premier, parce que c'est la plus facile. Si vous avez l'euro, non seulement n'assure pas la convergence, mais il assure la divergence. Et il assure la mauvaise allocation du capital. Si le taux de productivité est de 3-4% en Allemagne, et le taux de productivité du travail est de 0% en Espagne, au bout de 10 ans, vous allez vous retrouver avec les Espagnols qui ne font que des trucs dans lesquels il n'y a pas d'Allemands, parce qu'ils ne sont pas concurrentiels ailleurs, c'est-à-dire de l'immobilier. Et toutes les usines qui auraient dû être en Espagne, elles sont en Allemagne. Et quand les Espagnols ne peuvent plus acheter, parce que l'immobilier se met la gueule, il y a 2 millions de maisons vides en Espagne, c'est-à-dire le même nombre qu'aux États-Unis en nombre absolu, c'est quand même pas rien. Excusez-moi, c'est 5. 5 millions? C'est 5 millions. 5 millions de logements vides en Espagne. Oui, ben vous voyez, j'étais un peu en retard. Là. Et c'est dans le bilan de personne à l'heure actuelle, ce qui est quand même miraculeux, quoi. C'est encore une merveille. Normalement, 5 millions de maisons vides, il devrait y avoir des pertes ici ou là. Pour l'instant, si vous voulez, il y a eu 1500 milliards de dollars qui ont été pris pour les pertes immobilières aux États-Unis dans les banques. En Espagne, grand mystère. Vous avez 860 milliards de crédits pourris dans les Landesbank allemandes. Tout le monde le sait, aucune provision. Donc, il y a des choses intéressantes qui se passent dans le système bancaire. Bon, ben, c'est comme ça. Maintenant, pour revenir à votre question, c'est... Donc, il n'y a pas de taux d'intérêt qui puisse égaliser, amener... Comme les gens citent l'exemple des États-Unis, mais aux États-Unis, s'il y a une différence de productivité, eh bien, les types sont moins payés à l'endroit où il n'y a pas de productivité. Ils prennent le train, ou l'avion, ou leur voiture, ils passent dans l'endroit où il y a une forte, ils augmentent leur salaire, donc vous avez un mouvement de population. Et puis, l'État fédéral augmente les impôts sur les gars, enfin paye des impôts sur la Californie pour le filer à l'Alabama. Donc vous avez un triple mouvement. Là,
là, on a une différence de productivité, aucune adéquation fiscale, aucune adéquation de mouvement de population. Donc ça ne peut pas marcher, si vous voulez. Maintenant, les gens me disent c'est merveilleux, l'euro nous a protégés. S'il n'y avait pas eu l'euro, il n'y aurait jamais eu 5 millions de maisons vides en Espagne. Et donc l'euro, il nous a protégés de rien du tout. Il nous a créé une mauvaise allocation de capital gigantesque qui a mis du temps à se déclarer. Mais si les taux d'intérêt avaient été en Espagne à 8%, où ils auraient dû être, avec une monnaie plus faible, eh ben, on n'aurait jamais eu 5 millions de maisons vides en Espagne et des dizaines de milliers d'usines en Allemagne dont personne n'a besoin. Je veux dire, cet euro est une des plus grandes âneries qui ait jamais été faite. C'est un Frankenstein financier. Quoi. Il y a une question tout au fond. Oui. Je ne suis pas du tout économiste, alors je vais poser une question beaucoup plus générale qui renvoie au titre de votre ouvrage, qui montre qu'il s'agit donc de sauver la pensée libérale et de l'exonérer de la crise. Mais que pourrait être la réponse à ceux qui vous diraient que la crise de la réglementation s'appuie sur le corpus théorique que vous dénoncez vous-même, mais que ce corpus théorique a une origine libérale. Tout à l'heure, vous avez dit que c'était lié à des libertaires, on pourrait entendre libertariens. Donc, voilà, que répondez-vous à ça? Vous êtes en train de dire quelque chose qui me gêne beaucoup, c'est qu'il y a une contradiction gigantesque dans mon livre, ce qui est parfaitement vrai. Et tout le monde va se contredire. C'est l'évaluation suivante, si vous voulez. C'est je dis, la réglementation, ça ne marche pas. Premier point, mais deuxième point, si vous voulez, c'est embêtant parce que c'est le non-respect des réglementations qui a créé la crise. Donc il y a quand même une légère contradiction intellectuelle. J'espérais que personne ne la verrait. C'est raté. Que répondre à ça, si vous voulez? Je crois qu'il faut répondre, il faut que la réglementation soit très peu variable. Ce qui a créé tous les problèmes, c'est pas la réglementation, c'est qu'on a changé de réglementation. Si on était resté sur les bonnes vieilles réglementations d'autrefois, il ne serait rien passé du tout. C'est ce changement de réglementation, et c'est ce que Hayek appelait la présomption fatale, c'est qu'il y a une série de gars qui sont arrivés et qui ont dit « je vais bâtir un système qui rendra le monde financier plus compétitif et plus stable ». Et bien, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils ont raté leur coup. Et c'est cette espèce de fatal concept, de présomption fatale, qui a présidé à cette espèce d'effort de créer un système mondial, et c'est ça qu'on paye. On ne paye pas l'absence, on ne paye pas la régulation, on paye l'effort de faire une régulation qui s'appliquerait à tout le monde en même temps. C'est l'hyprocuste, vous savez. Sinon, il faut que tout le monde ait la même taille, sinon on coupe les pieds ou on retire les jambes. Mais c'est ce qu'on a essayé de faire. Et un dernier complément, pardon, Pierre. Si on vous dit ces gars-là dont vous parlez sont libéraux. Non, ils ne sont pas des libéraux comme vous, mais c'est quand même des libéraux qui ont quand même cru comme Crispin, ils ont cru qu'on pouvait faire d'auto-correction. Ils ont cru qu'on pouvait déréglementer la monnaie. C'est là où j'ai un débat fondamental avec eux. Je dis qu'on libère tout ce que vous voulez, qu'on déréglemente tout ce que vous voulez, mais foutez la paix à la monnaie. C'est trop sérieux pour être laissé dans les mains de ces gars-là. Vraiment, si vous voulez, j'ai un vrai problème. Je crois qu'il y a une mauvaise compréhension de la nature de la monnaie, de la nature presque philosophique de la monnaie. Quand le Christ regarde la pièce et sur il y a la face de César, il vous dit, ben, la face de César, c'est l'État. Donc le Christ vous dit, la monnaie, c'est pas mon business, c'est le business de l'État. Et c'est marqué en toutes lettres dans les évangiles. Donc, ce que je veux dire, c'est comme notre société dépend directement des évangiles, ils vous disent dès le départ, paf, la monnaie, c'est l'État, et l'État, c'est la monnaie. Voilà. Charles. Mais il n'est pas d'accord. Hein. Non, mais je voudrais que tu m'expliques où est ta déréglementation de la monnaie. C'est précisément. Qu'est-ce que tu accuses là? Mais à partir du moment où tu permets, par exemple, à Lehman Brothers, à Goldman Sachs, de passer de 15 fois leurs fonds propres à 35 ou 40 fois leurs fonds propres après avoir fait du lobbying auprès du gouvernement américain parce qu'ils payaient les frais de campagne électoraux de tous ces gars-là, et que, eh bien, tu auras une des plus vieilles règles de contrôle du crédit qui est justement de réguler à 12 fois les fonds propres. Et bien, donc tu as déréglementé l'obtention du crédit. Tu as cru que si tu mettais plus de crédit dans le système marcherait mieux. Et je crois que c'est une erreur intellectuelle gigantesque de croire que parce qu'on crée plus de monnaie, on crée plus de valeur. Pour toi, c'est l'abrogation du Stigal. C'est toute une série de manœuvres qui ont été ça. Le Glass-Steagall Act, la permission de donner aux banques de monter le système. Il y a eu toute une série de manœuvres qui étaient toutes de rendre le crédit de plus en plus facile pour que des gens qui n'avaient aucune chance de rembourser empruntent quand même. Le gouverneur de la Banque centrale chinoise a fait une remarque profonde. Il a dit il n'y a pas une banque chinoise qui s'est fait choper dans l'histoire des subprimes.
Parce qu'on n'a jamais compris comment on pouvait gagner de l'argent en prêtant de l'argent à des gens qui ne rembourseraient pas. Si le gouverneur de la Banque centrale chinoise a vu ça, c'est qu'on a permis, par une déréglementation du système, de faire des produits qui étaient exactement ça. Et qu'on les a vendus ensuite à des gens grâce aux agences de dotation qui étaient en plein milieu. Je relève juste un point, c'est très sémantique, mais c'est important parce que c'est le débat de libéral coupable ou pas. Vous dites qu'on a déréglementé. Je pense qu'on a mis-réglementé. Parce que si on avait déréglementé, les gens intelligents, ils auraient dit je prête pas d'argent à quelqu'un qui ne peut pas me rembourser. C'est un peu le American Dream. Donc, c'est-à-dire qu'on voulait que tout le monde soit propriétaire, donc on a changé la réglementation. Oui, voilà. Mais s'il y avait de la réglementation, parce que s'il n'y en avait pas eu, c'est banqué. On n'aurait jamais. jamais prouvé que c'était du modèle de réglementation, ça a été le résultat final, si vous voulez. Parce que tous les prix Nobel d'économie vous expliquaient que c'était très bien. Non, mais Charles, quelle que soit la réglementation ou ses variations à la marge, moi je dis simplement que c'était une mauvaise politique monétaire. Oui. C'est tout, parce que la Banque centrale avait la capacité de réguler, si elle le voulait, l'offre de crédit. Il suffisait effectivement d'augmenter les réserves, n'importe quoi. Et elle ne l'a pas fait. Non, il y a une politique monétaire qui a effectivement fabriqué de la liquidité à tout va. Puis point à la ligne, c'est tout. C'est pas... Oui, mais c'était tout à fait d'accord. C'était aussi c'est parce qu'il y avait une pression sociale pour qu'on prête aux pauvres. Il y a eu ça, si vous voulez, mais je crois que là on s'embarque dans des histoires de mots. Ce que je veux dire, c'est que à partir du moment où l'État, les banques centrales, se croient autorisées à intervenir pour augmenter ou diminuer le rôle du crédit selon des règles qui sont flexibles, on rentre dans n'importe quoi. Mais tu nous ramènes bien au problème central des banques centrales. Il ne faut pas de banque centrale. Non, parce que sans banque centrale, vous pouvez avoir un écroulement de la monnaie, et à ce moment-là, vous vous retrouvez dans les années 30. Et il ne faut pas croire une seconde que dans les années où il y avait l'État l'or, il n'y avait pas de crise. Il y avait des crises de crédit gigantesques. Il y a eu une dépression qui a duré 30 ans, de 1873 à 1930. Mais Charles, l'écroulement de la monnaie dans les années 30, c'était le fait de la Banque centrale. Non, elle n'est pas intervenue pour regonfler la masse monétaire. Donc, tout simplement, il y avait l'afflux d'or et elle n'a pas monétisé l'afflux d'or. Il y a une politique déflationniste volontaire de la Fed qui a gardé l'or et qui n'a pas transformé l'or en liquidité parce qu'à l'époque il y avait le même phénomène. Il y avait un gouverneur du Fed qui se disait que la spéculation financière c'était abominable et qu'ils avaient décidé de ne plus jamais prêter d'argent aux banques qui finançaient la spéculation. Résultat, ils ont créé une formidable C'est ce qui s'est passé au Japon en 89 avec Mieno. Le gouverneur central de Mieno, il a fait la même chose. Pelouse, vous voulez dire quelque chose d'autre? Vous nous dites, et je voudrais un autre argument, vous nous dites, ça nous est divinement révélé, c'est un peu ce que vous avez dit, il faut qu'il y ait une monnaie d'État. Pourquoi la Société Générale ne peut pas créer sa monnaie, la BNP sa monnaie et moi ma monnaie? Parce qu'à ce moment-là, vous avez la fonction des talons de valeur qui disparaît parce que plus personne ne sait qui vaut quoi. C'est-à-dire que vous avez la monnaie qui monte, la monnaie de la Société Générale monte aujourd'hui, elle baissera demain et tout. Donc comme c'est un étalon de valeur, la monnaie, vous avez plus de... Riel qui veut faire réagir là-dessus. S'il vous plaît, est-ce que l'État est capable de fixer la valeur de l'étalon? Puisque vous dites justement, si vous me permettez de reprendre votre propos, vous dites que vous maniez la contradiction. Le problème, ça vient qu'on confond réguler et réglementer. Si l'État régule au sens établi des règles qui sont un cadre, c'est pas la même chose que s'il veut être le chef de la mécanique. C'est une très bonne définition. Moi, je crois qu'il a voulu devenir le chef de la mécanique et c'est là où ça tout a planté. Voilà. Donc il faut peut-être qu'il y ait une monnaie d'État, mais pas gérée par les hommes d'État. Je suis tout à fait d'accord. C'est un bien public, mais donc ça veut vous pas dire posez que un problème, c'est que l'État. Ou alors il faut qu'il y ait la libre concurrence, qu'on puisse tous devenir suédois, puisque la Suède est bien gérée. Mais on peut tous, dans le monde d'aujourd'hui, vous pouvez tous aller mettre votre épargne en Suède. Mon épargne, mais changer de nationalité, c'est beaucoup plus dur. C'est beaucoup plus... Dans la situation, dans le monde actuel, c'est pas nécessaire. Aujourd'hui, venir en France où il a quitté, c'est pas pareil. Je voulais simplement... Moi, je suis parti en 81, parce que je me suis dit, c'est foutu.